ले बाबा को साथ, उठो रे प्रिय आत्मन, जागो हे प्रिय आत्मन। फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे, फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे। प्रीतम से कर मिलन, जागो आत्मन, उठो आत्मन।
J'avais pas vu. Apparemment, on est en direct. J'étais en train de me préparer. Non, en fait, bon, c'était un petit peu d'humour. Et pourquoi un petit peu d'humour pour commencer sinon par le fait que c'est connecté avec le sujet de ce soir, la résilience, donc le fait d'être la capacité de rebondir par rapport à des événements qui peuvent être douloureux, problématiques, conflictuels, etc. Et souvent, l'humour, c'est une porte de sortie. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'habitais Grenoble, et puis à l'époque, je faisais de la montagne, donc je sortais souvent avec un groupe d'amis. Et une fois, on était en moyenne montagne et le temps s'était mis à l'orage. On n'avait pas forcément aussi l'idée de l'endroit. On se dirigeait vers un endroit, vers un refuge, mais on ne savait pas forcément où ça se trouvait. Et tout d'un coup, il y a la pluie. Et quand il y a la pluie, ça change dramatiquement les circonstances. Et donc, il y a eu un moment comme ça de flottement. Bon, on a mis nos imperméables. Certains imperméables, c'était juste des capes, des sortes de ponchos qu'on se mettait sur la tête. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, alors même qu'on fluctuait un petit peu, il y avait ce flottement, il y a un des mes camarades de montagne qui tout d'un coup s'est mis à écarter le poncho et puis un petit peu à courir et puis comme s'il voulait s'envoler. Donc le poncho était soulevé par le vent et puis de loin on avait l'impression d'un corbeau qui cherchait à s'envoler et ça nous a fait éclater de rire. Donc ça nous a fait éclater de rire et tout d'un coup la situation avait perdu de son dramatique, avait perdu de son intensité, et donc l'humour c'est parfois un moyen donc assez probant, assez efficace pour dissiper la tension, le malaise, la frustration qui pourrait y avoir. Alors ce soir, le terme de l'atelier de méditation, c'est résilience et résistance. Alors résistance, on sait ce qu'on sait, mais il faudrait peut-être le redéfinir. Résilience, c'est un terme dont on parle maintenant depuis de nombreuses années, mais pas forcément sans en connaître la définition exacte, et puis peut-être en se trompant un peu sur sa signification. Et donc résilience, c'est un terme qui a été popularisé par un psychologue qui s'appelle, un écrivain qui s'appelle Boris Cyrulnik. Et je crois que le livre qu'il a fait connaître, c'est Un merveilleux malheur. Et dedans, il parlait des enfants en temps de guerre, notamment, et qui arrivaient miraculeusement. Alors, c'était des moments traumatiques, c'était des moments qui auraient détruit n'importe quelle autre personnalité, et moyennant quoi, ils arrivaient non seulement à les traverser, mais à survivre, à se construire et à prospérer. Donc, c'est cette capacité-là à traverser des épisodes difficiles et puis à en tirer le meilleur, qu'il a baptisé du nom de résilience. Après, le mot résilience, il est utilisé aussi dans la métallurgie. Il est un petit peu connexe avec la notion de stress. Un stress, c'est la capacité d'un métal à encaisser une déformation, donc avant le point de rupture, le point où il va casser. Donc résilience, ça désigne en métallurgie justement cette capacité à encaisser le stress. Après, on parle de résilience des systèmes écologiques, c'est-à-dire après une dégradation, la capacité de ce système à retrouver son état initial. Et je crois qu'on en parlait la dernière fois. C'est frappant de voir, par exemple, à Venise, comment les canaux ont retrouvé leur transparence ou comment les cartes qui montrent les accumulations de soufre ou de dioxyde de carbone donc au-dessus de la Chine ou de l'Inde se sont miraculeusement éclaircies ou dissipées. Donc résilience d'un système écologique, on parle aussi d'un résilience économique, et là on est probablement tous en train de croiser les doigts pour que notre système économique, à un niveau national, à un niveau planétaire, il soit suffisamment résilient
pour absorber donc le choc qui se prépare et puis permettre de rebondir rapidement. On parle de résilience aussi en psychologie, donc là c'est connexe avec ce que traverse l'enfant, mais ça peut être résilience psychologique, donc n'importe quel traumatisme affectif, relationnel, émotionnel. Donc l'enfant, lui, il traverse des fois des situations qui ne sont pas seulement la guerre, mais qui sont ceux d'abus, donc d'abus de force sur sa personne, donc de famine, de décès précoce dans sa famille, et donc pourtant, il arrive comme ça à rebondir, il arrive à traverser cette crise. Donc nous, c'est cette capacité-là qui nous intéresse ce soir, parce qu'on vit un moment qu'on a probablement, quel que soit notre âge, jamais encore connu, donc avec une telle intensité, une telle rapidité, une telle nouveauté. Hein, c'est quelque chose qui nous a tous pris à contre-pied. La vitesse avec laquelle ça s'est propagé donc à un niveau planétaire, tous les ajustements qui ont été faits à des niveaux sociaux, économiques, c'était des choses donc jamais vues. Et pour certains, il est probable que ça peut être un petit peu déprimant. Donc déprimant ou alors facteur d'anxiété, d'angoisse. En tout cas, c'est ce qui arrive quand on lit les journaux, donc les standards comme ceux de SOS Amitié ou même SOS Médecins, donc qui débordent d'appels, mais qui ne sont pas juste au niveau de la santé, qui font preuve d'une détresse psychologique, aussi des problèmes au niveau du confinement, donc de familles ou de groupes qui vivent les uns sur les autres, un petit peu comme des ours en cage, donc plusieurs ours en cage, et on n'est qu'au début de la période. Donc il paraît important de se dire mais comment je peux développer cette capacité de résilience, alors pas confondre avec donc résistance, parce que souvent dans l'acceptation de résilience il y a une compréhension que ouais je vais traverser donc la crise, je vais m'adapter, je vais y arriver, donc un langage un petit peu volontariste, une conception un petit peu comme au judo où j'utiliserai la force de l'adversaire pour donc le renverser ensuite, alors que la résilience, on la connoterait beaucoup plus, nous, au niveau d'une forme d'acceptation, au niveau d'une forme de renouvellement de notre positionnement, une forme de renforcement donc de l'être intérieur et de finalement déconnexion finalement des circonstances extérieures. Voyez-vous, il ne s'agit pas de maîtriser les circonstances extérieures, d'en tirer le meilleur, mais de se préparer soi-même. Alors on peut peut-être commencer par un petit exercice méditatif préparatif à cette réflexion, à cette orientation, à ce développement, et ça serait c'est le premier exercice finalement qu'on propose en Raja Yoga, et c'est celui c'est une posture, hein. Donc en Hatha Yoga il y a des postures, en Raja Yoga aussi il y a des postures, et ça serait la posture de l'observateur détaché. On appelle ça aussi la posture de la tortue, hein. Et donc la tortue, c'est cet animal qui à intervalles réguliers, il a cette capacité, donc quand il sent que la situation n'est pas convenable autour de lui, donc il va rétracter ses membres, donc revenir à l'intérieur de sa carapace, donc pour nous ça serait dans notre fort intérieur, et puis observer la situation jusqu'à ce qu'il se sente à nouveau apte à reprendre sa progression. Là on devrait avoir cette intelligence minimum dès qu'on se sent un petit peu bouleversé, dès qu'on se sent un petit peu challengé, dès qu'on sent que quelque chose n'est pas convenable, donc à effectuer ce retrait salutaire, faire le point pour ensuite donc mieux redémarrer. Donc, on peut procéder de la façon suivante. Donc, cette position de la tortue, elle est facile à adopter. Il suffit finalement d'observer son souffle et sur le mouvement de l'inspiration, repérer, observer que le souffle, finalement, il part de l'extérieur. On va puiser à l'extérieur l'oxygène, l'air, et puis on l'achemine à l'intérieur, hein. C'est comme ça, c'est un mouvement qui part de l'extérieur vers l'intérieur, donc on va calquer notre mental sur ce mouvement,
Et au moment même où on inspire, eh bien, le mental se retire de l'extérieur, de tout ce qui l'accapare actuellement, plein de choses à voir, plein de choses à écouter. Et pour une fois dans la journée, pour une fois dans notre existence, donc il se reporte vers l'intérieur, un petit peu comme l'intérieur de la boîte crânienne. Donc quand j'inspire, je prête attention au souffle, là il vient chatouiller légèrement les narines, je sens le passage de l'air, ensuite ça remonte le conduit nasal, ça arrive au niveau de la racine du nez, et puis ensuite au milieu du front, et là je le fais poursuivre cette trajectoire, un petit peu comme s'il pénétrait à l'intérieur de la boîte crânienne, qui venait procurer une aération bienfaisante, bénéfique, et puis surtout, c'est à partir de là que je me situe. Donc à présent, mon attention est pleinement dirigée, investie dans cet espace intérieur. J'ai arrêté de m'intéresser à l'extérieur, et ce qui m'intéresse, c'est cet espace intérieur, comme s'il s'agissait d'une pièce à vivre. Cette pièce à vivre, elle aurait une fenêtre. Ces fenêtres, ça serait les yeux. Et donc, je serais en train de regarder actuellement de l'intérieur de cette pièce vers l'extérieur par la fenêtre des yeux. Mais ça ne m'intéresse pas trop en fait de regarder vers l'extérieur. Pour l'instant, je peux même fermer les yeux. Et ce qui m'intéresse, c'est cet espace intérieur. Donc un espace que j'alimente par les respirations en oxygène, en prana. Prana, cette énergie vitale qu'il y a dans l'air, selon la physiologie indienne. Et puis à présent, quand j'ai retrouvé une forme de stabilité, une forme d'apaisement, eh bien c'est à ce moment-là que je re-entrouvre les yeux, si ce n'était pas déjà fait. C'est à ce moment-là que je regarde par cet entrebâillement, mais je regarde de l'intérieur vers l'extérieur avec cette sensation d'observer, donc d'observer l'extérieur comme un observateur détaché. Donc c'est là, le décor extérieur est là, les éléments de la pièce de théâtre dont je suis un acteur sont en place, mais je suis à présent en train de le regarder avec ce détachement, ce calme. S'il y a une quelconque préoccupation, une quelconque tension, eh bien immédiatement je reviens dans cet espace intérieur et à nouveau j'ai comme priorité de amener cette énergie bienfaisante, amener cet air et ce prana rafraîchissant, m'inscrire dans la lenteur, m'inscrire dans la stabilité, un bon moment finalement, un moment passé dans cet espace qui m'est propre, en compagnie de moi-même finalement. Je suis tellement souvent projeté à l'extérieur et là, me voilà à nouveau donc dans cet espace réservé. Et quand je retrouve le calme, à nouveau, cette ouverture des yeux. On dit souvent les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Pour la circonstance, c'est un petit peu comme ça que ça travaille. Et je regarde à nouveau la pièce de théâtre, l'extérieur, à partir de cette position de calme et de détachement.
Ok, merci de votre participation. Alors, peut-être, il paraît qu'on n'a pas de chat. Là, j'étais en train d'essayer de regarder les messages que je recevais. Donc, apparemment, il n'y aurait pas de chat. Bon, comment dire, les impondérables du direct, hein, puisqu'on est en direct. Alors, on va quand même vous poser une question. Vous avez le choix entre être une carotte, un œuf ou des grains de café. Qu'est-ce que vous choisissez? Donc une carotte, un œuf ou des grains de café, qu'est-ce que vous choisissez? Et donc la réponse, elle serait circonstancielle. La réponse, ça serait par rapport au fait d'être plongé dans l'eau bouillante. Aïe, stress. Donc l'eau bouillante, il n'y a personne qui veut être plongé dedans. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que si on plonge la carotte, donc on plonge quelque chose qui à la base est dur, et donc elle va en sortir ramollie après ce bain dans l'eau bouillante. Si on plonge maintenant un œuf, donc qui lui est fragile et mou, donc il va ressortir durci. Et par contre, si on plonge les grains de café, il y a une chose assez merveilleuse qui va se passer, c'est que les grains de café donc, vont se dissoudre et vont carrément changer la nature de l'eau bouillante et en faire un breuvage ravigorant et délicieux. Donc la métaphore qu'on aimerait bien filer avec cet exemple, ça serait la suivante. Donc l'eau bouillante, ça serait les circonstances difficiles qu'on est en train de traverser, potentiellement donc en ce moment même. Et donc il y aurait ceux qui seraient plongés dans l'eau bouillante, et puis ça serait du type un petit peu les durs à cuire, donc les machos, mais par rapport à l'épreuve surprenante, l'épreuve déconcertante, et puis qui s'inscrit sur la durée, ils en sortiraient un petit peu éprouvés, ramollis, et donc affaiblis. Hein, donc ça serait ceux qui seraient de côté carotte. Donc ceux qui seraient plongés dans l'eau bouillante, donc sous la forme d'œuf, donc ça serait ceux qui seraient au départ accommodants, malléables, conciliants, mais qui ressortiraient de l'épreuve endurcie. Vous voyez, ils garderaient la même apparence de l'extérieur, cette coquille, mais à l'intérieur, donc, il y aurait cette dureté, il y aurait cette consistance, et ils seraient plus accessibles aux bons sentiments qu'ils auraient pu avoir auparavant, à cette malléabilité. Par contre, donc, les grains de café, il y aurait cet aspect assez merveilleux où ils seraient dissous donc, dans l'eau, il aurait complètement changé, et ce qu'il proposerait à l'univers, donc, ça serait ce breuvage qu'on apprécie tous. Donc il y a éventuellement ce bon goût et puis cet aspect donc roboratif et revigorant. Alors, on voudrait bien être donc ces grains de café, et donc le message là, ça serait que la résilience finalement, ça serait pas juste traverser l'adversité, mais ça serait en tirer aussi le meilleur. Vous voyez, on voudrait que non seulement on ait résisté quelque part aux circonstances, mais également qu'on ait prospéré. Hein, donc dans ce positionnement de la résilience, il y a aussi cette indication précieuse à s'approprier. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? C'est là que la méditation peut aider, principalement donc la méditation du Raja Yoga, parce que si vous ouvrez n'importe quel livre sur la résilience, si vous écoutez n'importe quel psychologue, lui il va surtout insister donc sur les pensées. Bon ben voilà, si vous avez tel type de pensée, essayez de l'orienter dans telle direction, essayez de pas penser ceci, essayez de faire cela. Et nous, donc dans la méditation du Raja Yoga, on essaye d'avoir une approche qui va un petit peu en amont, donc qui propose une réponse originale en s'intéressant à qui est le penseur. Finalement, qui est derrière les pensées qu'on produit. En amont, il y a le penseur,
Et c'est cet aspect-là qui va nous intéresser. Et c'est certainement là qu'on va trouver les clés de cette résilience dans une réponse originale à la situation. L'important, ça serait, si on veut vraiment être résilient, d'arrêter d'être en réaction. Donc quand on est en train de réagir, on est quelque part en train de résister. Donc il y a quelque chose, et puis on réagit donc du tac au tac. Et là, ce qu'on voudrait être, ça serait être en création. Vous voyez, proposer une réponse originale à la situation. Donc, et là, c'est vraiment la réponse, elle va se situer donc du côté, on pourrait dire, c'est plus de la psychologie, et c'est de la spiritualité. D'ailleurs, de plus en plus de personnes actuellement dans les cellules d'aide, dans les cellules psychologiques, ils se rendent bien compte que le soutien psychologique seul ne suffit pas, et ils orientent les personnes soit vers de la méditation, soit vers des structures à base de croyances religieuses ou autres. Il leur dit allez voir ce qui se passe du côté du bouddhisme, vous y trouverez peut-être une secours ou une consolation. Donc de plus en plus, on se rend compte que les problèmes où les situations ne peuvent pas être résolues au même niveau de conscience qui les a créées, et que ça passe par un changement de conscience, et c'est ce que propose la méditation, et principalement la méditation donc, du Raja Yoga. Donc ce qu'on pourrait faire là, ça serait une petite pause méditative à nouveau. Donc on a commencé par être l'observateur détaché. Donc là, on a fait cette posture de la tortue, donc qui se rétracte, qui rentre à l'intérieur. Principalement, elle se détache de ses organes des sens, donc la tyrannie des organes des sens. Je veux voir ceci, je veux toucher cela, je veux sentir ceci, etc. Et donc elle retrouve ce fort intérieur, cette position de distanciation, donc cette hygiène d'existence. Et là, maintenant, on serait intéressé par une autre posture du Raja Yoga, qui serait la posture de la graine. Et donc, il s'agirait à ce moment-là de, cette fois-ci, ralentir l'activité mentale, retrouver une forme de stabilité, mais au-delà de tout ce qui perturbe donc notre mental, que ce soit le système de croyances, que ce soit les regrets relatifs au passé ou les peurs relatives à l'avenir, donc toutes ces choses qui finalement sont en train de créer nos pensées. Nos pensées, en fait, elles ne surgissent pas comme ça, hein, elles surgissent à la surface de notre esprit, mais s'il y en a parmi vous qui ont pris les cours de Raja Yoga, vous savez qu'elles surgissent donc de tout un conglomérat d'expériences, d'acquis, donc d'innés, de vécus, etc. Et à un moment donné, là aussi, il faut être capable de s'en retirer. Donc on appelle ça la position de la graine, parce que finalement on part de l'arbre de notre existence, donc sa manifestation, donc c'est notre participation à l'univers, nos relations, nos pensées, nos paroles, nos actions, etc. Et donc on retire notre attention de tout ça et on vient la loger ici au milieu du front, dans un point géométrique. Donc ça tombe bien par rapport à la physiologie indienne, c'est ce qu'on appelle un chakra ici, donc en charge de la régulation des processus neurobiologiques. Et puis du point de vue de l'approche occidentale, c'est aussi donc le siège des phénomènes de réflexion, d'intellection, puisque c'est dans cette zone-là qu'on a donc le néocortex, l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pituitaire, etc. Donc on a deux grandes traditions qui se réunissent pour dire que là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Donc c'est là qu'on situe, nous, le siège de la conscience. Donc ce qu'on va faire à la faveur de cet exercice-là, c'est qu'on va inspirer, et puis donc on va se retirer, donc la tortue qui se retire dans cet espace intérieur. Et puis ensuite, quand on va expirer, donc on va visualiser l'arbre en train de se résorber, la sève en train de se retirer des extrémités et de venir se loger au milieu du front, entre les deux yeux.
Et là, donc, retour au silence, retour à l'immobilité, retour donc à la paix, à la stabilité, hein. Donc j'inspire avec la plus grande lenteur, donc je me retire de l'extérieur pour investir cet espace intérieur, et j'expire avec encore plus de lenteur, et là, donc, je viens me focaliser, donc focaliser toute mon attention sur ce point au milieu du front, et quand je suis là, je suis à la graine de mon existence. Et zéro pensée, zéro point d'adhérence avec l'extérieur. Et dans cette graine, donc, il y a du pouvoir. Hein, le pouvoir de la croissance ensuite de mon existence. Donc je renforce ponctuellement ce pouvoir. Donc on fait ça pendant 2-3 minutes. Ok, merci. Donc, vous voyez, à la faveur de ces exercices de méditation, déjà un repositionnement de notre conscience, de notre perception, de notre relation à nous-mêmes, de notre relation à l'extérieur. C'est probablement là que ça va se jouer. Donc ce repositionnement, ce changement cette requalification des choses. Et ce qui aide beaucoup, c'est donc la sagesse qu'on trouve dans la philosophie indienne. On ne connaît pas un seul yoga en Inde, et là on ne parle pas du yoga tel qu'il est enseigné en Occident, cette forme de gymnastique un petit peu améliorée, mais on parle donc des systèmes de yoga traditionnels, que ce soit le Hatha Yoga, que ce soit le Kundalini Yoga, que ce soit le Bhakti Yoga, etc. Donc on ne connaît pas un seul système de yoga qui ne soit arrimé, donc connecté à un système philosophique indien. Donc il y en a de nombreux, mais ils ont quand même beaucoup de points communs. Et voilà, être capable de se reconnecter, de s'imprégner finalement de cette connaissance, de cette sagesse, probablement des problématiques actuelles, la situation qu'on vit, c'est qu'on est abreuvé de tout un tas donc d'informations déjà très anxiogènes.
et puis également qui sont très rapidement aussi dévalués. Donc on ne sait pas trop finalement si ce qu'on nous transmet c'est véridique, si c'est utile. Il y a quelque chose d'assez détestable, enfin détestable. Entendons-nous, mais qui nécessiterait d'être pris avec des pincettes, c'est toutes ces informations fausses finalement qui circulent sur les réseaux sociaux, toutes ces théories donc du complot aussi qui nous polluent finalement à la manière d'un autre virus, un virus mental. Donc ce qu'on avait donné comme conseil la dernière fois, c'était vraiment de s'en protéger, essayer de privilégier des sources qui sont dignes de confiance, donc peut-être ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, peut-être ce que disent des médias donc dignes de confiance. En Angleterre, il y a la BBC par exemple, qui a une certaine neutralité. En France, on ne va pas faire l'apologie de tel ou tel média, mais il y en a, vous les connaissez. Ce que dit aussi le gouvernement, et prendre vraiment ce qui se dit sur les réseaux sociaux avec des pincettes, parce qu'il y a tellement de peur, de confusion, de fausses informations qui circulent, que est-ce que j'ai envie donc d'y participer, déjà donc au sens de les relayer, et puis est-ce que j'ai envie de m'en nourrir? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça m'apporte de la sécurité? Est-ce que ça m'apporte de la stabilité? Est-ce que ça m'apporte du bonheur? Probablement pas. Et donc également se reporter aussi à des sources de sagesse, des sortes de vérités éternelles, donc on trouve dans les grandes traditions. Et par exemple, dans le domaine de la résilience, il y a cette notion donc, qu'on trouve dans le bouddhisme, qu'on trouve dans l'hindouisme, d'un temps qui n'est pas le temps qu'on connaît. Donc le temps qu'on connaît, nous, c'est celui de notre existence, donc c'est la naissance, la vie, ensuite la mort. Vous voyez, un petit peu comme un segment de droite, et puis on visualise à partir de là l'histoire collective également comme un segment de droite, alors que ces philosophies indiennes, elles se sont de tout temps attachées à la conception d'un temps cyclique. Vous voyez, un temps cyclique avec des régénérations successives. Et comment ils en sont arrivés là? C'était simplement les yogis qui se basaient sur leur expérience immédiate, leur observation donc, de l'environnement autour d'eux. Et qu'est-ce qu'ils constataient? Donc ils constataient la répétition des secondes à l'intérieur des minutes à l'intérieur des heures à l'intérieur des jours à l'intérieur de la semaine, des semaines à l'intérieur des mois à l'intérieur des années. Il y avait les cycles solaires, les cycles lunaires, les cycles féminins, les cycles astrologiques. Donc tout dans l'univers était cyclique, et à un moment donné, on aurait voulu que le temps ultime il soit linéaire. Donc pour eux, ça faisait pas de sens, et ils avaient conclu plutôt à cette nature de temps cyclique. Donc on ne va pas rentrer dans les raffinements de cette conception du temps, c'est très intéressant, et si jamais vous prenez les cours de Raja Yoga, là on vous la développe en long et en large, et puis tout l'avantage qu'on peut en dériver pour nos existences, mais là quelque chose de très très concret, c'est que de la même manière que dans une année, dans une journée, il y a une cyclicité, donc il y a le matin, l'après-midi, le soir, puis à nouveau il y a le matin. Dans l'année, il y a un printemps où tout fleurit, il y a un été donc, dans lequel tout s'épanouit, et puis à la jonction entre l'été et l'automne, eh bien, c'est le moment des récoltes. Même dans l'automne, encore assez tardivement, il y a les raisins, les noix, et puis dans l'hiver, c'est le moment où il y a tout qui dépérit, mais pour mieux ressurgir au printemps suivant. Eh bien, il en va de même pour les civilisations, il en va de même pour les produits dans le marketing, il y a des cycles de vie, et donc il s'agirait là de ne pas se tromper. Vous voyez, de ne pas se tromper et d'être capable de diagnostiquer l'époque dans laquelle on se trouve actuellement, donc qui serait possiblement une sorte d'hiver de la civilisation humaine, ce qu'on appelle l'anthropocène, donc l'humanité qui a donc colonisé la planète, et puis qui en a pratiquement épuisé les ressources. Donc un signal fort qui est envoyé
par la planète, qu'on est arrivé dans une fin de cycle, et que quelque part, il y a quelque chose à réinventer, il y a un redémarrage donc, qui est possible. Et c'est ça que on pressent. C'est ça que certainement chacun d'entre nous pressent, et s'il y a probablement une petite confusion ou une anxiété, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on est possiblement en train de vivre un moment, c'est comme il y a eu MeToo, donc MeToo c'était donc dans les 3-4 dernières années, cette aggiornamento. Aggiornamento, c'est un mot italien. Je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens là sur Nice donc, qui nous regardent. Donc aggiornamento, c'était un terme qu'avait employé l'Église au moment de Vatican II. Et c'était une réforme des pratiques, des conceptions de l'Église pour s'ouvrir et coller plus aux exigences de l'époque réelle. Et donc après aggiornamento, ça s'est répandu dans le vocabulaire donc économique, politique, on a parlé, je sais pas, de l'aggiornamento du parti socialiste ou communiste, etc. Et donc aggiornamento, ça veut dire à un moment donné une nécessaire mise à jour de notre logiciel intérieur, de notre pratique, de notre conception même donc de l'existence. Donc ce moment MeToo, ça a été un aggiornamento vis-à-vis donc de la conception qu'on pouvait avoir et des relations donc par rapport à l'élément féminin dans notre société. Et actuellement, on est en train de vivre probablement la même chose avec la planète. Donc la planète qui a été spoliée, la planète qui a été surexploitée, et tout d'un coup, donc il y a cette résistance au niveau de la matière, et cette petite donc particule d'ADN, donc ce virus qui nous envoie le signal qu'on est une sorte de colosse au pied d'argile, et donc avec une certaine fragilité. Donc la civilisation thermo-industrielle vacille sur ses bases, et il y a un signal fort qui nous est envoyé donc de changer notre logiciel, de changer nos pratiques. Et probablement que, et c'est le message du Raja Yoga, c'est le message aussi de beaucoup de pratiques spirituelles, c'est si je veux un changement dans le monde, il ne faut pas que je l'attende des politiques, il ne faut pas que je l'attende donc de l'environnement et des autres, ça commence par moi-même. Donc qu'est-ce que c'est ce changement de logiciel qu'on pourrait envisager? Et certainement, c'est pas celui qu'on voit actuellement dans les esprits, parce que tous les esprits actuellement ils sont focalisés sur une poursuite de la consommation, donc il y a plus d'achats à l'extérieur, mais il y a des achats massifs en ligne sur les plateformes Amazon ou sur les consommations donc, de loisirs sur Netflix, les jeux vidéo, etc. Et puis il n'y a qu'un espoir, c'est que ça va repartir comme avant, et que donc on va sortir, et puis que l'économie va redémarrer, et puis que je vais retrouver mon job, et puis que je vais retrouver mes habitudes, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui est le message qui est envoyé par l'époque? Est-ce que vraiment on est encore au printemps de la Terre? Est-ce que vraiment on est encore dans l'été de notre civilisation? Est-ce que seulement on est dans l'automne avec encore des beaux fruits? Ou est-ce qu'on n'a pas un petit peu tiré sur la ficelle? Et puis on serait dans... Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Donc l'hiver, on reste à l'intérieur, on ne s'expose pas trop, et puis c'est le moment où on va faire ces activités. Le confinement, finalement, c'est un petit peu ça aussi, c'est une sorte de métonymie par rapport à ce qui est en train de se passer à l'extérieur, et donc on n'est pas confiné, si on fait de la méditation, on est intériorisé. Vous voyez la différence de positionnement une fois de plus. Et il faudrait pousser ça un petit peu plus loin, et puis se dire, mais finalement, de quoi j'ai envie? Pas confondre d'ailleurs les envies et les besoins, donc ça serait de quoi j'ai besoin. Et est-ce que je crois vraiment que je peux repartir comme en 40? Et est-ce que je peux rajeunir? Est-ce qu'on peut revenir à une valeur antérieure du système? Est-ce qu'on peut repartir avec les mêmes rapports à l'existence? Est-ce que je peux être toujours dans cette logique de prendre, de satisfaire mes envies, dans cette logique de prédation? Probablement pas. Donc c'est à cet aggiornamento qu'on est invité, et la capacité donc de résilience, elle passerait probablement par là, c'est-à-dire par cette identification donc de mes besoins véritables, de mes envies, une sorte de projet de vie donc auquel
pourrait à ce moment-là adhérer et qui me permettrait de tracer un sillon plus droit, même dans l'adversité. Vous voyez, il y aurait la tempête donc, qui serait autour de moi, il y aurait tous les repères qui vacilleraient, mais finalement, parce que j'aurais cet ancrage, parce que j'aurais cette vision, je maintiendrai cette confiance, donc que le meilleur va sortir de la situation. Et c'est ça qui me permettrait finalement non seulement de traverser la situation, mais également de prospérer dans cette situation, parce que je me serais ajusté aux exigences de cette situation. Probablement aussi que par mon exemple, je pourrais en inspirer d'autres, et que ça serait ça qui serait la naissance de ce nouveau paradigme. Voyez-vous, donc ça aussi, ça passe par la méditation, et ça passe notamment par un travail sur donc l'être intérieur, on l'a déjà identifié, mais également sur les qualités donc, de cet être, donc sur les valeurs auxquelles on adhère, donc nos choix de vie, etc. Et mettre à profit donc, cette période de non plus confinement, mais d'intériorisation pour permettre à ces valeurs d'émerger, pour permettre à ces choix de se clarifier, pour permettre à ces qualités donc de structurer cette nouvelle interface. Donc on peut essayer de faire ça en méditation, de ressentir finalement ce à quoi naturellement on est destiné, ce qui nous aimante, ce qui nous oriente, ce qu'on a envie de vivre. Donc, et je ne vais pas le trouver à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est ce qui clignote, c'est ce qui m'attire dans tous les sens. C'est ce concept aussi bouddhiste ou hindouiste de la maya, donc tout ce qui est illusoire, impermanent. Et donc, par contre, si je veux trouver quelque chose de stable et de permanent, quelque chose donc de gratifiant, c'est dans cet espace intérieur. Donc un petit exercice de méditation pour permettre de toucher ça du doigt. Donc à nouveau ce retrait providentiel. Après on reviendra, il sera bien temps de revenir dans la participation, dans l'échange, sur les réseaux sociaux, par téléphone, ailleurs, etc. Mais pour l'instant, cette pratique salutaire, cette hygiène, donc de cette introversion. Donc quand j'inspire, je calque mon mental sur le souffle et je viens investir cet espace intérieur. Donc cet espace intérieur comme une pièce à vivre, et que j'aimerais bien aménager de façon à ce qu'elle soit la plus agréable possible. Et pourquoi pas en faire un espace donc de paix, de calme, de stabilité. Donc quand j'inspire, eh bien, toujours pareil, non seulement je procède de l'extérieur vers l'intérieur, mais en plus, la pensée, c'est que j'inspire donc cette énergie positive, ce prana, mais aussi de la paix. Donc ce que je viens nourrir, c'est cette faculté qui existe déjà en moi, mais atrophiée, parce que je l'avais sous-traitée, je ne m'y étais pas intéressé. Donc avec cette énergie et cette attention que je porte à cet espace intérieur, eh bien je nourris cette paix. Et puis ensuite, donc quand j'expire, eh bien ce que j'expire, c'est aussi de la paix, donc de la paix sous la forme de lenteur, donc sous la forme de douceur, sous la forme de silence, sous la forme de stabilité. Donc je nourris ça à l'inspiration et puis je le nourris à l'expiration aussi. Donc je fais ça pendant 2-3 minutes.
j'alimente et je nourris cette qualité. Ok, merci. Et donc, ce mélange de deux choses, donc d'une certaine connaissance, donc qui m'aide à voir, envisager, percevoir les choses différemment, et ensuite d'une pratique, la méditation ou le yoga, qui m'aide à tester donc la validité de cette connaissance et donc à avancer dans cette direction de manière assez finalement facile, intuitive, innée. Donc c'est assez gratifiant parce que la connaissance m'indique donc le chemin et l'expérience finalement valide les présupposés de la connaissance et me procure des expériences qui me renforcent. Donc dans cette philosophie indienne, cette cyclicité des choses qui est un message d'espoir. Donc extérieurement, il semblerait que les choses soient extrêmement dépréciées, mais c'est probablement le prélude, comme dans un mouvement de balancier qui a atteint une extrémité juste donc pour repartir ensuite dans la bonne direction. À un niveau personnel, quand on s'ancre dans cette philosophie, donc il y aura un message, c'est qu'à un certain niveau qui serait très limité, un petit peu ras des pâquerettes, on dirait, mais finalement, ce qui est bon, c'est bon, et ce qui est mauvais, c'est mauvais. Mais avec ce nouveau regard, à ce moment-là, on est capable de dire, mais finalement, ce qui est bon, c'est bon, et ce qui est mauvais, c'est aussi bon, parce que ça fait partie de ce schéma global. Et comment ça se transcrit à un niveau personnel? Je vous donne un exemple. Dans ma trajectoire, à un moment donné de mon existence, donc je travaillais à un haut niveau dans l'informatique. C'est informatique, j'étais commercial, mais donc avec des fiches de salaire assez gratifiantes. Donc jusqu'au moment où, pour une raison X ou Y, donc j'ai brutalement perdu mon travail. Et à ce moment-là, c'était un moment assez, on
va dire oui, perturbant et puis donc un petit peu déprimant. Tout d'un coup, j'étais passé des hauteurs du Capitole à la roche Tarpéienne. Donc la roche Tarpéienne à Rome, c'était là où on précipitait donc ce qui était promis donc à la déchéance et à la mort. Et donc c'est ce qui m'arrivait. Et puis il y a un petit peu de temps qui a passé, de la réflexion, et finalement j'ai mis à profit cette période-là pour réorienter ma trajectoire professionnelle, recommencer des études qui n'avaient rien à voir avec les études que j'avais fait auparavant. Donc c'était des études en l'occurrence artistiques, école des beaux-arts, et puis qui ensuite m'ont permis de donner une toute autre orientation, donc créative et puis également donc lucrative dans le domaine des nouvelles technologies, du web design, de la création de CD-ROM, etc. Et donc, si vous m'aviez posé la question au moment où cette infortune m'était arrivée, ben, je vous aurais dit que c'était juste une catastrophe, que je ne voyais pas comment j'allais redémarrer au même niveau, etc. Et puis, si vous m'aviez rencontré 2-3 ans après, je vous aurais carrément dit que c'était la meilleure chose qui m'était arrivée. Donc, vous voyez, laisser du temps au temps, élargir donc son angle de vision, requalifier donc les situations. Dans l'hindouisme classique, donc, ils ont un terme aussi pour tout ce qui vous arrive dans l'existence, Prabhu Prasad. Donc ils appellent ça Prabhu Prasad, et ça veut dire que c'est l'offrande donc faite à Dieu, mais l'offrande aussi que Dieu vous renvoie à vous-même. Donc tout ce qui vous arrive finalement vous arrive pour votre bien, vous arrive pour votre bénéfice. Donc peut-être que dans l'instant c'est pas si clair que ça pour vous. C'est un petit peu comme si on regardait une tapisserie d'un côté, donc on verrait que les fils assemblés de manière un petit peu disparate, et c'est seulement au moment où on retournerait le tapis que les motifs, leur richesse, leur intrication, leur beauté nous apparaîtraient. Donc, se dire que c'est probablement ça aussi, donc qui peut se passer dans nos existences où il y a une forme de provocation, on se trouve challengé dans nos retranchements, dans notre style de vie, mais cette provocation, donc ça a pour but d'éveiller une vocation, donc de faire nourrir donc une nouvelle vocation, et c'est pas facile de se dénuder, de changer. On ne sait pas donc ce que vit la chenille quand elle va se transformer en papillon. Donc la chenille qui rentre dans le cocon, qui se dissout complètement. Donc elle est en train probablement l'impression de mourir, de se dissoudre dans cette soupe là. Si on ouvre le cocon, donc il y a cette soupe protozoaire, et donc en émerge ensuite, au terme donc, de la maturation de la chrysalide et de l'ouverture du cocon, cette créature qui était le papillon. Donc il n'y a rien à voir entre la chenille qui était en train de dévorer 4 fois son poids par jour, peut-être même plus, 10 fois, et donc le papillon ensuite qui en émerge, cette créature gracile, et puis qui volette ici et là, et puis se nourrit de nectar et vient contribuer à polliniser les fleurs. Donc, on peut peut-être apprendre à envisager les choses de cette façon-là, requalifier ce qu'on vit d'une manière donc d'acceptation et puis donc d'ouverture, de disponibilité, donc des qualités de lâcher prise, des qualités donc de détachement, des qualités éventuellement de courage aussi. Alors, on vous propose une petite méditation dans ce sens-là, et donc l'idée, ça serait d'identifier donc une situation que vous avez vécue. Alors ça pouvait être il y a quelques temps, quelques mois, ça peut être dans la situation présente, donc quelque chose pas facile à vivre, hein. Alors, on est parti pour quelques minutes de méditation. D'abord un recentrage, donc on propose au milieu du front entre les deux yeux, qu'on propose dans cette situation de détachement, dans cette situation donc d'observateur. Donc comme on est en fin d'atelier, donc c'est assez rapide, on bascule un interrupteur et puis on se retrouve dans cette position donc d'observateur qui est en train de regarder l'existence comme sur un écran de cinéma, comme si c'était une pièce de théâtre,
dans la sécurité donc de mon home cinéma. À l'intérieur, donc il y a ce home cinéma, et puis je suis en train de regarder l'existence comme si j'étais en train de regarder un show télévisé. C'est confortable. Et puis à partir de là, sur cet écran de cinéma, je convoque une scène du film de mon existence, une scène de la pièce de théâtre, qu'aurait les caractéristiques de ne pas être si facile à vivre. Hein. Donc ça peut être dans les mois passés, ça peut être dans les semaines ou les jours écoulés. Donc j'ai une certaine facilité, hein. C'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a éprouvé. Donc il y a eu possiblement de l'anxiété, possiblement de la confusion, possiblement de la colère, possiblement de la tristesse. Donc probablement assez facile de m'en souvenir. Donc maintenant, je prends 30 secondes, une minute pour voir quels seraient les enseignements que cette situation aurait à me transmettre. Quel serait finalement un message que j'aurais à comprendre, de même que la douleur physique des fois est un message pour m'alerter sur telle ou telle pathologie. Donc la situation là, à quoi elle m'inviterait? Peut-être à du détachement, peut-être à de la compassion, peut-être à du courage, peut-être à de la patience. Et puis deuxièmement, pour passer cette situation, donc quelle serait finalement la réponse optimale, la meilleure réponse à cette situation où je serais en création. Donc je proposerais quelque chose de nouveau. Donc là, ça pourrait être que je regarde véritablement cette situation. Donc je me regarde moi-même, finalement, comme si je me voyais sur un écran de cinéma ou comme si je me voyais à partir de la navette spatiale en contrebas. Donc je me regarderai moi-même comme une petite réplique de moi-même, donc un personnage de théâtre, de dessin animé ou une petite réplique de moi-même. Et avec ce détachement, mais en même temps avec cette bienveillance, quel conseil je me prodiguerai à moi-même? Donc quel conseil sur pourquoi pas une qualité, un pouvoir, un repositionnement à adopter? Donc j'observe cet personnage, donc personnage de pièce de théâtre, personnage de film, de dessin animé, ou ce petit frère, cette réplique miniature de moi-même, je le vois en train de se débattre dans cette situation, avec ce détachement, mais en même temps avec cette sympathie, cette empathie, cette compassion. Alors, à cette petite réplique de moi-même, cette figurine, ce personnage, quel conseil avisé donc je pourrais lui prodiguer, donc quant à une attitude, un positionnement, une qualité, un pouvoir.
Et puis enfin, si j'ai identifié donc ce qui me serait utile, nécessaire d'ajouter dans la situation comme ingrédient pour mieux la traverser, donc rien qui dépende de l'extérieur, tout qui dépend de l'intérieur, eh bien, dans cette dernière étape de ma méditation, je vais nourrir ça. Donc admettons que j'ai identifié que ce qu'il me fallait c'était du détachement, ou ce qu'il me fallait c'était de la stabilité, ou ce qu'il me fallait c'était de l'amour, ou ce qu'il me fallait c'était de la clarté, ou ce qu'il me fallait c'était de la lumière, ou du pouvoir. Et bien quand je vais inspirer, ah, il y a cette énergie qui arrive, c'est plaisant, il y a c'est un signe fort que la vie, l'espoir peuvent continuer à chaque inspiration. Donc le corps franchit donc une étape, l'organisme se trouve revigoré. Donc j'associe cette inspiration donc à cet apport d'énergie, à cet apport donc à ce renouveau, à ce redémarrage donc des choses, la vie, l'espoir qui peuvent continuer. Et puis quand j'expire, donc ce que je propage dans l'atmosphère et puis qui imprègne aussi mon organisme à un niveau organique, cellulaire, et puis ensuite que je diffuse dans l'atmosphère comme une émanation, comme un rayonnement, c'est cette qualité. Donc par exemple, eh bien, j'inspire, j'associe ça à de la lumière, j'associe ça à de la pureté, si c'est ça dont j'ai besoin. Sinon, vous prenez la qualité ou le pouvoir que vous avez identifié, le détachement, la stabilité, la patience. Et donc, quand j'expire, toujours avec la plus grande lenteur, c'est également ça que je propage dans l'atmosphère. Donc, je propage, pourquoi pas, cette empathie, cette compassion, cette compréhension, cette tolérance, si c'est ça dont j'ai besoin, si c'est ça qui va m'aider. Donc je nourris cette qualité ou ce pouvoir pendant 1-2 minutes. Ok, merci. Donc toujours cet double aspect sur lequel on a insisté depuis le départ comme fondateur de cette résilience, donc un nouveau positionnement intérieur, et puis ensuite cette mise en pratique par la méditation. Donc ce nouveau positionnement intérieur, donc on a plaisir à ancrer dans la richesse, la profondeur de cette philosophie indienne. Notamment dans la philosophie indienne, il y a un aspect assez passionnant qui est celui du karma. Donc dans les cours de Raja Yoga, c'est souvent un des cours préférés des étudiants parce qu'on explique en profondeur donc qu'est-ce que c'est le karma. Les gens ont souvent une compréhension assez lacunaire ou assez limitée du karma. Oh là là, qu'est-ce que je déguste actuellement, quel type de karma? Donc il l'associe un petit peu à la peine, à la souffrance, à une forme d'asservissement aussi. Alors qu'en fait, la philosophie du karma est extrêmement libératrice et puis donc nous aide là aussi à mieux comprendre où on se trouve et surtout le moyen donc de
sortir donc, de la situation dont on se trouve. Et c'est probablement intéressant là aussi de réfléchir que cette loi du karma, qui est nulle autre que la loi connue en Occident et popularisée par Archimède ou par Newton, que de l'action et de la réaction, hein, donc établie par la science la plus stricte, mais extrapolée à un niveau mental, spirituel, donc qui concerne nos pensées, nos paroles, nos actions. Donc là où on en est, pas forcément facile à accepter, mais c'est nous qui avons créé la situation. Donc que ce soit à un niveau individuel, que ce soit à un niveau collectif, que ce soit sur le court terme ou que ce soit sur le long terme, c'est ce que nous enseigne donc la loi du karma. Mais alors, donc la contrepartie, c'est que si on a créé ces conditions, si on a créé cette situation, donc on peut également en créer une autre. Hein. Donc, et très très probablement, si ce que je me souhaite, c'est un réflexe assez naturel, donc si c'est ce que je me souhaite, c'est le meilleur, il faudrait faire attention à ce que je sème, en tant que pensée, à ce que je sème en tant que parole, à ce que je sème en tant qu'action, parce que ce que je sème, c'est ce que je vais récolter. Donc une manière de se sentir en sécurité dans un environnement qui est extrêmement troublé, dans un environnement qui est donc dans lequel il n'y a aucune stabilité, eh bien c'est de bétonner quelque part au niveau du karma que je peux générer. Malheureusement, dans l'espace de temps qui est celui de l'atelier de méditation, c'est pas un cours sur le karma. Encore une fois, si vous voulez des éclaircissements et puis de la profondeur sur le karma, c'est dans les cours de méditation que proprement dit que vous pouvez l'avoir. Mais voilà, quand même, on peut conserver à l'idée qu'il y aurait un travail à faire de ce côté-là pour améliorer donc notre résilience. Est-ce que seulement je peux espérer être en sécurité? Je peux espérer pouvoir tracer un sillon droit sans perturbation si je suis en train finalement de reproduire les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes paroles qui m'ont conduit dans cette situation-là. Donc en tant que société, on ne peut pas continuer sur le même mode de vie, la même trajectoire. Donc en tant qu'individu, est-ce que je peux moi le faire? Est-ce que je peux espérer revenir donc à un mode de vie où je sais pas, eh bien je prenais facilement l'avion pour aller en Tunisie ou en Thaïlande parce qu'il y avait une promotion à 400 € pour le week-end? Est-ce que véritablement dans mon foyer il y a besoin de voitures? Est-ce que véritablement j'ai besoin du dernier gadget à la mode? Est-ce que véritablement donc je peux continuer le même mode de consommation ou de prédation avec des avocats qui viennent du Pérou, avec des ananas qui viennent donc du Mexique, etc. Donc tout un tas de peut-être questions à se poser, et peut-être que si j'assainis donc les choses à ce niveau-là, donc je suis plus dans cette notion de prendre, je suis plus non plus dans cette énergie de critique, dans cette énergie de blâme, donc c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des autres, c'est la faute des Illuminati, c'est la faute donc des conglomérats pharmaceutiques. Non, non, je suis en train de nettoyer donc devant ma porte, et ce faisant donc j'assainis la situation pour moi-même, et puis potentiellement j'inspire aussi d'autres personnes à faire de même. Donc vous voyez, il y aurait quelque chose à faire dans cette direction. Donc l'heure tourne. Le terme c'était résilience et résistance, donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la résilience. Résistance, donc il y a cette, j'espère qu'on a bien, comment dire, et clarifier la différence entre résilience et résistance. Hein. On n'est pas dans la résilience avec je résiste finalement à l'environnement et j'espère que par ma résilience je vais triompher de l'adversité des situations et donc que ma volonté prévaudra et puis que je retrouverai... Non, la résilience se situe beaucoup plus du côté de l'adaptation, du côté du lâcher-prise, donc du côté de l'humilité face aux situations, du pouvoir donc de s'adapter, un petit peu comme un enfant. Vous voyez, le symbole même de l'enfant, c'est le bébé, donc c'est lui qui a cette résilience, qui observe les choses qui se présentent, et puis oh tiens, qu'est-ce qui se passe, c'est nouveau, pourquoi pas, et si j'allais dans cette direction. Donc il y a, alors donc dans cette approche-là, en Raja Yoga, donc il y a ce positionnement, donc on appelle ça le maître et l'enfant. Donc l'enfant
côté résilience, le mettre donc côté pouvoir sur soi-même, et c'est là où on pourrait dire résistance, mais ça serait pas résistance au changement extérieur, ça serait résistance au pouvoir donc de faire face par rapport à justement peut-être sa négativité intérieure, les pensées de peur, les pensées de compétition, les pensées de jalousie, les pensées d'avidité, les pensées de colère. Ah, c'est à ça qu'on voudrait résister. Ça serait pas à l'extérieur, ça serait pas à l'autre, ça serait pas à l'environnement, mais ça serait par rapport à ce que j'ai identifié comme quelque chose qui est néfaste pour moi. Là, on a cette intelligence vis-à-vis de la nourriture, on sait que telle nourriture, elle est toxique, ou on va pas la prendre, ou qu'on fait une intolérance, et de la même façon, il y a un certain type de pensée dont on a identifié qu'ils n'étaient pas donc top, donc on aurait cette capacité à résister finalement à cette tentation. Également, il y aurait une forme aussi probablement de résistance, c'est-à-dire la résilience, elle ne fait pas tout, et il y a des fois où il y a des choses quand même qui sont susceptibles de nous submerger. On pense à la mort d'un proche, peut-être la perte de son travail, peut-être dans certains endroits ça pourrait être un tremblement de terre, comme il y en a eu en Amérique du Sud, ou des cyclones, comme il y en a eu donc dans les Caraïbes, ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, il faut un pouvoir qui est donc ce pouvoir de résister, ou ce pouvoir de faire face. Et donc là aussi, il se développe beaucoup avec la méditation, avec le yoga. C'est un aspect aussi qui est relatif à la foi. Donc la foi qu'on peut avoir en soi-même. Donc la foi qu'on peut avoir dans la pièce de théâtre. On l'a développé tout à l'heure, que derrière quelque chose de négatif, il ressort quelque chose de positif. Par exemple, s'il y avait eu un ouragan, donc c'était, je crois, à la Nouvelle-Orléans, l'ouragan Katrina, et donc qui était juste une catastrophe majeure, et finalement ceux qui étaient restés et ceux qui étaient enfuis. Et ceux qui étaient restés, eh ben, alors que le tissu était complètement délabré auparavant, des écoles délabrées, des manques d'infrastructures, ils étaient restés et ils avaient bénéficié d'un redémarrage donc, qui leur avait profité directement. Hein. Donc toujours cette idée de regarder ce qui peut ressortir de positif. Une foi également, ça a été prouvé dans des études que ceux qui ont une foi quelconque, par exemple dans un dieu ou dans une philosophie comme bouddhisme ou comme d'autres croyances, donc ils traversent mieux l'existence parce qu'ils ont une sorte de colonne vertébrale à laquelle s'adosser. Donc probablement revisiter ça, et également le vivre en méditation. Donc on va juste faire une petite méditation, ça sera notre dernière, et on va être dans la posture du phare. Donc le phare, c'est cet édifice tout en hauteur. Donc les flancs sont battus par la tempête, mais donc il résiste. Il est dans l'obscurité, mais il n'y a rien qui peut occulter sa lumière. Au contraire, il dissipe l'obscurité à la fois pour lui-même et puis il guide. Donc il indique le chemin pour les autres. Donc on va soi-même être dans cette posture. Donc à nouveau quelques inspirations de bonne aloi, donc des inspirations qui recentrent, des inspirations donc, qui nous apaisent, profondes, lentes en inspire, lentes en expiration. Et puis donc ce centrage au milieu du front, et cette fois-ci une visualisation. Donc au milieu du front, on va visualiser comme une lumière. Souvent les chakras, dans l'approche indienne, ces centres nerveux ou névralgiques, ils sont représentés par une lumière. Donc c'est facile de visualiser un petit peu comme le point de lumière là, que vous visualisez à l'arrière-plan. Et simplement vous imaginez qu'il est au milieu du front. Et donc quand j'inspire, j'amène de l'énergie dans cette zone, et quand j'expire, eh bien, j'augmente le rayonnement de cette énergie alentour. Donc mon corps, il ressemble au phare, donc cet édifice tout en hauteur,
intérieurement, j'ai cette stabilité, j'ai cet ancrage donc dans ma spiritualité, dans ma conscience, dans ma perception donc des choses. Je suis cet être de pensée, je suis cet être d'énergie, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette situation, je ne suis pas cette histoire. Donc quand j'inspire, c'est ça que je nourris, cette certitude, cette perception, et quand j'expire, eh bien, je suis semblable à ce phare qui rayonne dans toutes les directions, cette lumière puissante. Ok, merci. Vous voyez, des fois, la méditation, ça n'a pas besoin d'être long, ça a surtout besoin d'être concentré, hein. Donc les pensées divaguent pas, et donc se voter des moments comme ça, courts mais intenses. Donc je suis un petit peu le gardien du temps. On va arrêter l'atelier de méditation. On va vous proposer une petite méditation visuelle s'il y en a certains d'entre vous là qui souhaiteraient pouvoir continuer à méditer encore un petit peu. J'espère que la transmission a été de qualité pour tout un chacun. On se retrouve mardi prochain au même endroit, à la même heure, ce même endroit virtuel. J'ai bien reçu les messages par mail personnels de certains d'entre vous là, qui aimeraient bien des moments de rencontre donc personnalisés, donc au service d'approfondissement ou pour certains au service des cours de méditation et de Raja Yoga proprement dit. Donc simplement, ça ne se passerait pas par ce média-là, qui est un média descendant, c'est-à-dire donc l'interaction est limitée, ça se passerait plutôt par un autre média comme Zoom ou Skype. On pense être en mesure là, de revenir vers vous dans le courant de la semaine pour vous proposer des modalités de rencontre et d'interaction. Voilà, on vous remercie, et puis on va terminer par une petite méditation, cette fois-ci qu'on va essayer collective, hein, parce qu'il y a ce qu'on est capable nous-mêmes d'expérimenter, de vivre et de générer, donc de se nourrir, et puis ensuite il y a cet aspect aussi, parce que ce qu'on cherche c'est aussi une méditation qui ne soit pas nombriliste, mais qui bénéficie au plus grand nombre, et là l'idée ça serait que le collectif, avec cette superposition donc des longueurs d'onde, cette superposition des pensées qui s'additionnent, donc génère quelque chose de plus puissant, de plus longue portée. Donc c'est cette méditation-là qu'on va vous proposer, vous ensuite déconnecter quand vous voulez. Et en tout cas, on vous remercie de votre attention, et puis on vous dit à bientôt. Bonne soirée.